Vous l'entendez de partout, on nous alerte de plus en plus, nous ne pratiquons pas assez d'activité physique. La sédentarité est un fléau qui touche toute la population mondiale. Évidemment, notre mode de vie moderne est de plus en plus inactif. Nous prenons la voiture pour aller déposer nos enfants à l'école, pour aller acheter notre baguette de pain, pour aller travailler. Plus d'un quart de la population adulte mondiale, ce qui représente 1,4 milliard de personnes, n'est pas suffisamment active. Environ une femme sur 3 et un homme sur 4 dans le monde ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique pour rester en bonne santé. C'est pour cette raison que je me suis lancé le challenge de faire 10 minutes de sport pendant 30 jours pour voir les effets sur mon corps, sur ma santé, quels bénéfices je pouvais en tirer, mais aussi pour pouvoir vous motiver à faire du sport tous les jours et casser ce cercle vicieux de la sédentarité. J'ai aussi fait appel à un expert qui va nous faire toute la revue de la littérature scientifique sur le sujet. Est-ce que 10 minutes de sport sont suffisants pour vraiment déclencher tous ces effets positifs sur notre santé? On le verra en fin de vidéo, donc restez bien avec nous pendant tout ce challenge et suivez le guide. Grosse séance de HIIT, là j'en ai bien chié. Cardio, je me suis fait squat jump, ensuite on a fait fente sautée, ensuite pompe, j'ai fait pompe parce que j'ai fait avec mes filles, hein. On l'a fait tous les trois. Et ensuite marche de l'ours avec un jump. Utile? Hein? Voilà, comme quoi en 10 minutes on peut se mettre vraiment minable, tout coulant. Bon là il y a un petit biais évidemment, on est en Martinique, il fait chaud. Mais quand même, c'est une grosse séance cardio qui fait bien mal et en 10 minutes, on peut vraiment se fumer avec un HIIT bien salé. Donc, ça le fait, on continue, c'est le 5e jour et ça enchaîne. Allez, je dégouline. Regardez ce schéma de la clinique du coureur sur les effets de l'activité physique sur les maladies. On peut voir que ça diminue jusqu'à 60% toutes les causes de mortalité. C'est juste hallucinant. Les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont assez claires sur l'activité physique. On devrait pratiquer au moins 150 à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine ou au moins 75 à 150 minutes d'activité physique d'intensité soutenue par semaine. J'ai donc fait mon petit calcul pour arriver au minimum de ces recommandations qui sont de 75 minutes par semaine. Si je fais 10 minutes de sport à intensité haute par jour, j'arrive au bout de 7 jours à 70 minutes. On est presque aux 75 minutes. Mais est-ce vraiment suffisant? J'ai donc décidé de faire tous les jours une séance de HIIT de 10 minutes avec 30 secondes de travail et 30 secondes de repos. Mais remarque, vous savez peut-être pas ce que ça veut dire HIIT. C'est pour ça que on va demander à notre expert, coach et préparateur physique, expert de la science du sport, Mathias Soulot, de tout nous expliquer. Qu'est-ce qu'un HIIT? Quels sont les bénéfices pour notre santé? Quelles sont les bonnes recommandations? HIIT, c'est l'acronyme tout simplement anglais de High Intensity Interval Training, autrement dit des entraînements par intervalle à haute intensité, pour le traduire de manière littérale. En d'autres termes et de manière peut-être un tout petit peu plus pratique, ce sont des entraînements par intervalle, c'est-à-dire des alternances de périodes d'effort et de repos, mais à haute intensité. Alors, haute intensité, qu'on ne s'y méprenne pas, ça ne signifie pas qu'il faut être à fond tout le temps. En fait, bien au contraire, ce ne sont pas des efforts maximaux dans le sens où on ne sprinte pas tout le temps, on ne fait pas toujours les gestes à la plus grande vitesse possible. Non, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, les protocoles qui sont utilisés, notamment dans le cadre scientifique et d'entraînement pour le HIIT, c'est entre 80 et 100% du VO2 max, autrement dit de la capacité maximale d'utilisation de l'oxygène de l'individu, ou alors de la fréquence cardiaque maximale, ou alors parfois de la perception de l'effort. Par exemple, si je demandais à quelqu'un de quantifier sa perception de l'effort de 0 à 10, on le mettrait aux alentours de 7 à 9.
En fait, la sédentarité correspond au temps passé assis ou allongé sans autre activité physique entre le lever et le coucher, ainsi que la position statique debout. On peut donc être physiquement actif et sédentaire. C'est ça qui est important et cette précision, pour moi, elle est fondamentale. Et les activités physiques de la vie quotidienne, elles comptent aussi énormément. Donc, il ne faut pas regarder que l'exercice physique. Si vous marchez régulièrement tous les jours pendant longtemps, ça va réellement compter. D'ailleurs, on en reparlera dans pas très longtemps de tout ça. Et voilà, 10 minutes. Ah, comme quoi, on peut bien se flinguer, même en 10 minutes à la maison. Franchement, en fait, on n'a pas trop d'excuses, hein. Si, de pas se dégager du temps, assez de temps pour faire ça. Mais voilà, c'est la seule excuse qu'on peut se trouver, c'est d'avoir des vies trop remplies et de pas s'octroyer 10 minutes pour soi, juste pour un peu bouger dans nos vies trop sédentaires. À partir du moment où on fait un effort en HIIT en dessous des 150 minutes, il y a de fortes à parier que par semaine, on puisse considérer que c'est un faible volume d'entraînement en HIIT. Et puis, il y a d'autres auteurs qui ont cherché à définir le volume d'entraînement ou un faible volume d'entraînement en HIIT à partir du moment où le temps d'effort est inférieur à 15 minutes. D'accord. C'est juste le temps d'effort en HIIT. Donc, on ne compte pas les périodes de repos. On ne compte pas l'échauffement, on ne compte pas le retour au calme si jamais il y en a un. Ouais. Donc, en fait, moi, mon HIIT où je fais 10 minutes, souvent avec du 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, de repos, en faisant des petites boucles. A priori, je suis quand même en dessous des recommandations pour, on va dire, voilà, pour être en bonne santé. C'est un peu faible. Voilà, c'est probablement un tout petit peu faible, ouais. Si jamais on imaginait vouloir chercher ces 75 minutes, pour être vraiment le minimum du minimum, il faudrait faire combien, selon toi, de minutes de HIIT alors par jour ou 3 fois par semaine peut-être, hein, c'est comme on parle par semaine. J'aurais tendance à parler plutôt en termes de fréquence, c'est-à-dire de fréquence d'entraînement par semaine, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire que l'effort peut être en dessous des 15 minutes. Et alors, je parle vraiment des efforts, parce que comme tu me le disais tout à l'heure, tu fais 30-30, mais dans ce 30-30, il y a la période de repos. Donc, ça fait 1 minute, mais en réalité, ce n'est pas 1 minute d'effort. Nous devrions compter que les 30 secondes d'effort. Donc, du coup, pour arriver à 10 minutes, à 15 minutes d'effort réel, si on prend le même temps de repos qu'on a pris le temps d'effort, donc un ratio de 1-1, un effort pour un repos en termes de temps, ça signifie que le temps d'entraînement total ou quasi total, sans compter l'échauffement, ça se situe entre 20 et 30 minutes. Ok. On va chercher un petit spot tranquille. Hein. Là, on est où là? On est dans ton île, dans ton restaurant préféré. Diamant, au chill, une grande plage de Diamant, très sympa, bon spot. C'est magnifique. Voilà. Et à droite, le Morne-Larcher. Ouais. C'est là qu'on est monté ce matin en courant. Hein. On fait le petit trail ce matin, très sympa. Regardez cette plage. Oh là 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 là. Extraordinaire. Ouais. Finalement, 10 minutes par jour, c'est pas énorme. Toi, t'en penses quoi exactement? Je pense que 10 minutes par jour, effectivement, si tu fais x7, tu n'arrives pas aux 75 minutes qui sont recommandées. Mais je pense que 10 minutes par jour, c'est déjà 10 fois mieux que 0. Pas 10 fois mieux qu'une minute. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui ressort aussi des recommandations. Finalement, c'est que même si on n'atteint pas ce qui est recommandé, ça sera toujours mieux que rien. Exact. Et je pense que ça, c'est un message qui est hyper important de dire aux gens, voilà, si vous n'y arrivez pas à faire ce qui est recommandé, faites-en au moins un petit peu et ça sera toujours mieux que 0. Et ça va vous donner le goût petit à petit d'en faire un petit peu plus. Et surtout, il y aura déjà un bénéfice sur votre santé, que vous soyez déjà malade, ou que ça soit dans un objectif de prévention, parce que c'est ça qui est magnifique avec l'activité physique, c'est que c'est un médicament quand on est déjà malade, pour, on peut dire quasiment toutes les pathologies,
Et si on n'est pas malade et qu'on a la chance d'être en bonne santé, eh ben, c'est un super investissement préventif santé. Ouais. Vraiment, ça c'est hyper important ce que tu dis, Robin. Et ça, je vais me servir essentiellement de 2 revues de littérature. Il y en a une qui est systématique avec une méta-analyse. Autrement dit, ça compile plein de petites études qui traitent sensiblement du même sujet. Et puis, il y en a une autre qu'on appelle une revue narrative qui, elle, prend à peu près les études, entre guillemets, qui lui passent sous les yeux et qui discute de la littérature en sens général. Et donc, elles sont toutes les 2 raccords sur un point, c'est qu'en général, ça améliore le VO2 max. Donc, améliore la capacité maximale d'utilisation de l'oxygène. Et c'est plutôt une bonne chose parce que en articulant, le VO2 max, c'est le principal facteur que l'on appelle CRF pour Cardio-Respiratory Fitness, avec un accent anglais absolument somptueux. Et en fait, c'est ce marqueur-là est probablement le marqueur principal qui est associé à la diminution des risques cardiovasculaires. Et quand je parle de risques cardiovasculaires, je parle des événements comme de la mortalité. C'est-à-dire que tous les événements cardiovasculaires ne sont pas mortels. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est qu'on l'augmente et donc potentiellement, on a moins de risques cardiovasculaires. Ça s'explique, entre guillemets, facilement de 2 façons. C'est que ça améliore les fonctions cardiaques, on appelle ça les fonctions systoliques et diastoliques, et ça diminue la pression sanguine, notamment systolique. Donc, pour des individus qui seraient en état d'hypertension, potentiellement, ça a des bénéfices. Okay. Donc, ça, c'est sur le plan central, cardiovasculaire, et ensuite, il y a des bénéfices périphériques ou musculaires. Par exemple, on diminue la résistance à l'insuline, qui parfois peut conduire au diabète, notamment de souvenir au diabète de type 2. Ça augmente les capacités oxydatives, donc le transport de l'oxygène et la capacité d'utilisation de l'oxygène au niveau des muscles. Ça améliore les fonctions du foie. Donc, généralement, on augmente la sensibilité à l'insuline, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis, on diminue la graisse au niveau viscéral et au niveau hépatique, notamment. Donc, au niveau du foie. Donc, les foies gras, entre guillemets, on se les évite. Et puis, ensuite, ça améliore des fonctions motrices, comme les capacités d'endurance et les capacités de force maximale. Alors ça, on pourrait se dire que c'est juste de la performance et que bon, peut-être que c'est un peu annexe, mais en réalité, la force de préhension au niveau de la main, qui est un marqueur qui est utilisé pour quantifier en général la force maximale chez les individus, c'est aussi associé à une diminution de la mortalité, toutes causes confondues, de certains cancers, de maladies cardiovasculaires. Donc il y a quand même un intérêt, entre guillemets, à augmenter sa force. Ouais. Et puis, ça diminue aussi les risques de chute chez les personnes âgées, notamment par l'amélioration de l'équilibre. Les limites majeures, alors je vais citer essentiellement les limites majeures, c'est que la première, c'est que les populations qui sont étudiées, la plupart du temps, ce sont des personnes en situation d'obésité, de surpoids, ou alors de maladies diverses et variées. Par exemple, il y a des syndromes polykystiques ovariens, il y a de la fibromyalgie, voilà. Il y a relativement peu d'études sur des individus dits sains, entre guillemets. Ensuite, la plupart des études sont à relativement court terme. C'est-à-dire que dans les sciences du sport, mais ça c'est général, hein, c'est pas juste pour le HIIT là en l'occurrence, c'est 8 à 12 semaines d'entraînement. Donc quelque chose comme 2 à 3 mois. On manque vraiment de recul sur des bénéfices à plus long terme. Donc ça c'est une première chose, c'est une première limite qu'il faut, en fait c'est une seconde limite pardon qu'il faut relever. D'autre part, il y a des études qui sont assez peu qualitatives. Si demain je venais à les évaluer et à regarder quelles sont leurs qualités méthodologiques, c'est-à-dire leur correspondance à certains standards méthodologiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais, tout simplement, dans les études qui pourraient tirer un peu les effets vers le haut, malheureusement. Souvent, c'est ça, c'est ce qu'on risque. Voilà, force est de constater que les études sont relativement plus qualitatives et que potentiellement les risques de biais auraient tendance à faire surestimer les bénéfices, surestimer les effets et qu'il faudrait peut-être être conscient que les effets ne sont pas aussi importants. Voilà. Okay. Bon, ça, tu vois, c'est une revue systématique et avec méta-analyse de Scubo. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas regardé les entraînements sur vélo, sur tapis de course, etc., comme c'est fait très souvent dans les conditions de laboratoire. Là, ce qu'ils ont plutôt fait, c'est qu'ils ont regardé des exercices corps entier. Pompe, squat, etc. Exactement ce que je fais. Ouais, jumping jack, etc. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais on parlera de HIIT quand même. Et en fait, ce qui te montre sur ce qu'on appelle une méta-régression, une régression, je loupe un peu les caractéristiques statistiques et tout ça, on s'en fiche un peu. Là, en l'occurrence, ce qui importe, c'est de montrer qu'il existe dans ce cadre-là une relation de dose à effet. Autrement dit, ça, c'est le temps total d'entraînement en minutes
Et ça, c'est l'effet moyen et total pour chacune des études qui ont regardé un petit peu ces paramètres-là. Où est-ce qu'elles se situent en termes de volume et qu'est-ce qu'elles ont mis en avant comme effet. Et en fait, on se rend compte que globalement, il existe une relation de dose à effet. Plus j'en fais, plus les bénéfices sont importants. Et là, en l'occurrence, ces bénéfices, ils sont importants essentiellement… Oula, ça c'est un peu le problème sur les PDF, bon, on s'en fout. Ils sont essentiellement importants sur le fameux VO2 max, c'est-à-dire le CRF, Cardio-Respiratory Fitness, où avec 10 études, on se rend compte qu'à chaque fois que tu rajoutes des minutes d'entraînement, tu te retrouves avec une augmentation des bénéfices, en fait. Et donc, c'est assez intéressant dans ce sens-là, où lorsqu'on fait un HIIT corps entier, comme toi, tu as l'habitude de le faire, eh bien, il est important potentiellement pour vraiment bénéficier des entraînements, au fur et à mesure, d'augmenter la quantité totale d'entraînement pour que toi, tu puisses te retrouver dans une situation de bénéfice, notamment au niveau de ce fameux VO2 max, quoi. VO2 max, ok. Ouais. Oui, donc, donc ça veut dire que plus tu vas en faire, plus tu vas gagner, plus tous les effets qu'on a dit tout à l'heure, ils seront potentialisés, quoi. Hein. Ouais. Exactement. Donc, ne pas hésiter à être progressif, tu vois, et commencer léger avec des faibles volumes d'entraînement comme c'était. Il y avait quelques petites minutes d'entraînement pour, au fur et à mesure, augmenter jusqu'à ce que nos capacités soient jusqu'à un certain plateau, quoi. Pour tous ceux qui voudraient se former à la lecture d'articles scientifiques avec Mathias, je vous mets tous les liens de ces formations dans la description de la vidéo. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Alors, c'est bien beau tout ce challenge, mais vous allez me dire comment moi je pourrais m'y mettre à faire tous les jours du sport pendant 10, 20, 30 minutes. Et bien alors là, la première des recommandations, c'est peut-être de vous entourer d'un coach. C'est quelque chose qui vous permettra d'être plus sécuritaire, d'être bien progressif et c'est la meilleure des solutions. Néanmoins, si vous voulez le faire vraiment à la maison seul, il existe de nombreuses applications comme Freeletics, 30 jours challenge ou l'application aussi de Justine Galis et Thibaut Geoffrey, Fit Fight Forever. Mais je vous encourage aussi à aller voir leur chaîne YouTube qui est une vraie pépite où vous trouverez de nombreux hits, notamment sur la chaîne de Justine. Vous pourrez suivre gratuitement ces hits et faire ça à la maison. Mais attention, pensez à respecter la progressivité et allez-y doucement. Alors le bilan de ce challenge 10 minutes de sport par jour pendant 30 jours, il est très positif. Déjà au niveau corporel, j'ai pu développer de la force sur certains groupes musculaires que je ne faisais jamais travailler. Typiquement le haut du corps. Donc j'ai pu faire des gainages, des pompes, des jumping jacks, de nombreux exercices qui m'ont vraiment apporté et au bout de 30 jours, je me sentais plus fort. Ce sera une plus-value pour les sports que je pratique à côté comme le VTT, la course à pied. Donc à tous les niveaux, ça a été ultra positif. Mais aussi sur mon mental, sur mon bien-être, je me sentais bien, notamment après une journée fatigante au travail, parfois stressante, d'aller faire 10 minutes de sport. Ça libère des hormones, des endorphines et on se sent tout simplement bien. Donc clairement, ces 30 jours m'ont apporté énormément au niveau psychologique et au niveau physique. Alors pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas perdu de poids pendant ce mois, mais à la limite c'est pas ce que je recherchais, donc ce n'est pas grave. Si vous voulez essayer ce challenge et le faire, il faudra sûrement augmenter les temps d'effort à 20 minutes ou une demi-heure, comme on l'a vu avec Mathias, pour bénéficier de tous les bienfaits pour votre santé et pour arriver à aller chercher ces recommandations qui sont préconisées par l'OMS. Il y a eu des jours plus difficiles, j'étais moins motivé, mais à chaque fois que j'ai fait ma séance de sport, je n'ai pas regretté et au contraire, je me sentais mieux derrière. Merci d'avoir suivi ce challenge, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. N'oubliez pas le petit rituel, mettre un petit pouce bleu vers le haut, vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule et activer la cloche. C'est super important, beaucoup trop de monde regarde mes vidéos sans être abonné. Donc pour la visibilité de ma chaîne, c'est très important. Donc merci à vous pour votre abonnement. Et on se retrouve très vite pour un nouveau challenge. Et je peux vous dire qu'il sera un petit peu dans la continuité de celui-là et qui va être aussi passionnant. Allez, on se retrouve à très vite et bougez, faites du sport tous les jours. C'est important pour votre santé, pour bénéficier de ce magnifique médicament qui est l'activité physique.